bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Mon Dieu, c'était wouhou en tout cas. Salut les amis. Aujourd'hui c'est un mélange, c'est une vidéo mélange en fait, parce que je vous fais un book haul, mais assorti effectivement de quelques lectures. Parce que dès que je les ai achetés, en fait, certains je les ai lus tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Bah d'abord, c'est hyper agréable de pouvoir acheter une BD qui soit actuelle et de pouvoir la lire tout de suite, c'est-à-dire de ne pas attendre 3 mois comme au Québec. Enfin, je dis 3 mois, j'exagère, mais il fallait attendre parfois 6 semaines en fait pour avoir l'accès à la BD. Parce que le temps que ça arrive effectivement au Québec, ça prenait un certain temps. Donc là j'ai été à la librairie Bulle, donc au Mans. Puis c'est ça, ça sort la veille, puis ça, on les lit le lendemain. Donc c'est un peu youpla boum, t'as là, soin. Donc là, je vais vous présenter en fait les BD que j'ai achetées, parce que j'ai rattrapé pas mal mes 2 mois où je n'ai pas pu acheter de BD. Donc aïe ma mère, en tout cas j'en ai acheté pas mal. Je vous présente les BD que j'ai achetées neuves. Je vous ferai un autre book haul en fait plus tard, où là je vous présenterai les bandes dessinées que j'ai achetées d'occasion. Mais là pour l'instant c'est que du neuf. Donc let's go camarades syndiqués. Alors je vais commencer d'abord par les bouquins que j'ai pas lus. Puis je terminerai par les 4 lectures que j'ai faites. Un simili, un coup de cœur, puis une BD où j'ai pas tout compris. Enfin bref, vous allez voir. Donc on va démarrer d'abord avec un auteur que je vais pouvoir rencontrer en entrevue en fait le 31 octobre, donc à l'espace bis de Bulle. Je vais lui faire de la pub à fond la caisse, parce que c'est Étienne Davodo en fait qui va se pointer effectivement chez Bulle pour pouvoir présenter son dernier ouvrage, qui est chez Futuropolis. Je pense qu'il a une forme de fidélité par rapport à la maison d'édition. Et ça s'appelle Là où tu vas. Donc c'est voyage au pays de la mémoire qui flanche. Il parle, je pense qu'il parle du métier de sa compagne, qui s'occupe des personnes qui ont des problèmes d'Alzheimer, en fait. J'ai vu quelques entrevues de lui, et il expliquait qu'effectivement, il a voulu... c'est une bande dessinée documentaire, comme il a Le Secret, toujours avec beaucoup d'humanité, toujours avec beaucoup, effectivement, de douceur et de réalisme, quand même, quelque part. Et effectivement, c'est sa compagne, je crois, qui s'occupe de personnes qui ont l'Alzheimer. Alors, le dessin de Davodo, c'est ça. C'est souvent du noir et blanc. C'est quand même assez simple. Ces personnages, on les reconnaît tout de suite. La patte graphique aussi de Davodo, on la reconnaît tout de suite. Puis souvent, c'est poignant, c'est doux, c'est intéressant, c'est plein d'informations, ça nous apprend plein de trucs. Puis comme c'est en plus les 2 pieds dans la réalité, parce qu'a priori, il n'invente rien, c'est le fun, quoi. Ensuite, oui, je me suis fait un petit plaisir parce que j'avais adoré, j'avais acheté en fait la première bande dessinée comme un tome 1, en fait, avec plein de guillemets, via Momox, si je me souviens bien. Donc c'est comme une BD qui date d'un certain temps. Là, on est aux éditions Petit à Petit, et c'est le scénariste Getz, donc celui qui a fait RIP, la série des 6 tomes, là. Et c'est Freys qui est au dessin, et c'est un léger goût sous le palais. La bande dessinée dont je vous parlais, que j'avais accroché complètement, c'est là où j'avais découvert Getz, je pense, pour la première fois, c'est un léger bruit dans le moteur, que j'avais trouvé génial, enfin en tout cas. Et là, en fait, on va suivre une petite fille qui tue les gens. Donc c'est extrêmement grinçant, c'est super sombre, c'est tout ça, je ne l'ai pas lu encore, là, super double page. Déjà, effectivement, en entrée. Puis, le dessin est chouette. Alors, je me souviens plus de la personne qui avait dessiné le premier. Mais là, il a fait appel à un autre dessinateur, dont le dessin est vraiment génial aussi. J'adore. Puis, c'est ça, en fait. La petite fille, elle est vraiment creepy, donc. Puis, comme je vous dis, c'est de l'humour noir. Enfin, de l'humour. Tout est relatif, mais c'est vraiment une ambiance extrêmement glauque, suintante et tout ce qu'on veut. Parce que c'est une petite fille qui tue des gens. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, si ça passe par la bouffe ou quoi, ça a l'air de ça, parce qu'un léger goût sous le palais, c'est ça. Donc ça, c'est le deuxième. Ensuite, oui, j'ai craqué, en fait, au niveau de l'achat, parce que le thème m'intéressait beaucoup. J'ai vu Mills, donc de la chaîne La Cave du Mills, en parler, et il m'a donné vraiment envie. En général, il donne toujours envie à acheter plein de BD. Lui, il est super énervant, mais bref, surtout quand il les a aimés, en fait, on n'a qu'une envie, c'est filer dans une librairie et acheter. Là, cette fois-ci, on est chez Glénat. Alors, qui fait scénario, dessin, blablabla. Le scénario, c'est Marc Isersol et Henri Scala. Et les dessins et les couleurs sont de Jérôme Savoyen, et ça s'appelle IRL. C'est un beau bébé, pareil. Il en a bien parlé, Mills, parce que, en fait, le thème est super intéressant. C'est une jeune fille, je pense elle a 17-18 ans, qui navigue dans le dark web. Il m'a déjà eu, Mills m'a déjà eu, en fait, en parlant de dark web, donc parce que je suis intriguée de ce que c'est, je ne connais pas du tout, mais je suis intriguée de où ça peut mener, etc. Puis en fait, elle taponne un petit peu là-dedans,
un anonyme, mais à un moment donné, elle va vouloir rencontrer une des personnes, je pense, qui vit dans ce milieu-là. Donc ça va partir en cacahuète, je crois. Donc j'ai hâte de la lire. Au niveau, on parle du nouveau thriller captivant de Mark Isersol, qui a fait quand même Tananarive avec Sylvain Vallée, qui était vraiment sympathique comme tout. Puis Henri Scana, tous deux auteurs de... Alors c'est GOST 111, qui a quand même eu le Fauve Polar SNCF au Festival d'Angoulême 2021. Je l'ai commandé en fait chez Momox. Donc je vais le recevoir bientôt. Il a fait Cristal 417 aussi, qui était sympathique aussi. Et j'ai aussi une surveillance sur À mourir entre les bras de ma nourrice. Je sais que ça avait eu une bonne cote. Donc c'est des auteurs qui ont de la bouteille au niveau thriller et au niveau intrigue et tout ça. Donc ça a l'air d'être assez sympathique. Le graphisme est très classique, mais j'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de détails effectivement dans les paysages, mais ça donne ça. J'imagine que le scénario est plus porté par le dessin rapide qu'autre chose. Ça fait un peu manga aussi, je trouve. Donc on va voir. Ça aussi, j'ai bien hâte de le lire. Ensuite, alors là, c'est un tome 2. Mon Dieu, il est lourd. Ouh là là, j'avais jamais sous-pesé ça. Cette fois-ci, on est chez Urban. Et le scénariste, c'est James Tynion Ford. Et la personne qui dessine, c'est Joshua Hickson. Et c'est le tome 2, en fait, de Le Déviant, un conte de Noël. Ça, c'est très creepy. Ça se termine en 2 tomes. Je pense que la BD se termine en 2 tomes. Oui. Voyons voir. Fin, oui. Donc, c'est le 2e tome d'une série qui est assez glauque, qui est assez bizarre et très sanglante. Et c'est du James Tynion Ford, évidemment. Donc, il y a des retours dans le passé. Il y a des interrogations philosophiques. Il y a des mômes. Il y a plein de choses, en fait, là-dedans. Au niveau dessin, c'est vraiment du comics, en tout cas pour moi. C'est vraiment une patte comics à fond la caisse. Et j'avais bien aimé le tome 1. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. C'est très complexe quand même comme scénario. Souvent avec James Tynion Ford, il y a quand même c'est un petit peu à différents niveaux, différents personnages de toute façon qu'on suit. Donc oui, c'est quand même le fun. Vraiment fun. Donc ça aussi. Alors le tome 1 est malheureusement dans mes cartons, donc il faudrait que je le relise avant de lire le tome 2. Donc malheureusement il ne sera pas lu tout de suite, mais bon. Ensuite, alors j'ai craqué au niveau porte-monnaie, puis en même temps le gérant, le propriétaire de la librairie Bulle est quand même assez convaincant généralement quand il te présente les œuvres. Donc j'ai craqué, j'avais déjà le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, dont j'avais trouvé effectivement l'intrigue assez complexe, puis qui avait fait quand même un certain bruit à l'époque où il était sorti, donc il y a 3-4 ans je crois. Cette fois-ci on est chez, alors c'est quelle maison d'édition? Je pense que c'est Dupuis, c'est ça. Alors c'est une collection Air Noir. J'avais acheté le tome 1. On attendait le tome 2 avec beaucoup d'impatience parce que c'était quand même une réussite au niveau du tome 1. Donc c'est Contrapasso. Et je parle de porte-monnaie explosée parce que ça en fait c'est des tirages limités. Donc j'ai acheté le tome 2 aussi. Les couvertures sont absolument géniales. Et voilà ce que ça donne. C'est waouh, c'est creepy à souhait. Donc chez Dupuis comme je disais. Puis c'est Teresa Valero en fait qui a pondu les deux. Je crois que ça va se terminer en 3 tomes. Il me semble que les intrigues, en fait, on peut quand même les lire indépendamment, mais on suit toujours les mêmes personnages. Donc c'est un enquêteur, un jeune policier, je crois, et un vieux de la vieille, en fait, au niveau journalistique. Donc c'est vraiment sympathique. Puis les intrigues sont hyper costauds, vraiment. Donc le tome 1, en fait, qui m'a coûté quand même 38 €, il ne faut pas le dire. Il y a un ex-libris, et effectivement, il y a 500 exemplaires, en fait, de ce tirage-là. Donc spécial bulle, comme vous pouvez voir ici. Il faut que je regarde où je vous fais regarder ça. Puis c'est un ouvrage magnifique, quoi. Enfin, c'est sublimissime. Et donc Samuel, le propriétaire de Bulle, en fait, m'a expliqué que il a demandé en fait à avoir. Alors à la fin, on a quelques pages exclusives dessinées effectivement par Teresa Valero pour cette édition-là, en fait. Donc on est privilégiés. Donc donc c'est le fun. Puis le tome 2, je pense c'est le même principe. Donc lui, celui-là par contre, il est en 700 exemplaires. L'ex-libris est absolument magnifique. Et à la fin, il y a aussi des explications. Et il y a aussi quelques pages, effectivement, qui sont faites en ajout. Probablement une petite intrigue de plus. Donc ça donnerait ça. Alors au niveau du dessin, Valero, elle est magnifique. Enfin, je veux dire, le dessin est génial. C'est absolument sublimissime. J'espère que je vous spoil rien en vous montrant des planches du tome 2. Mais c'est ça, ça donne ça.
Puis oui, j'avais été favorablement impressionnée effectivement par le tome 1, même si j'ai trouvé que c'était quand même c'est compliqué à lire. En plus, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même tout ça. Donc il y a du stock. Et il y a plusieurs intrigues qui se mêlent, il y a des retours dans le passé, il y a plein de choses en fait qui font que l'intrigue est vraiment lourde et puissante, je dirais. Je pense qu'il faut prendre plus le temps de le lire que plus de le parcourir rapidement comme je l'ai peut-être fait, mais j'avais beaucoup aimé. En plus, il y a beaucoup de doses d'humour, le découpage est vraiment bien foutu, c'est une belle dynamique effectivement dans ces intrigues, donc ouais. Je vous le conseille fortement en fait, acheter le tome 2, ça pourrait être chouette aussi si vous avez lu le tome 1 et que vous l'avez apprécié. Ensuite, je me suis jetée voracement évidemment sur une des séries western que je préfère, que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez aller voir ma vidéo, effectivement, quand je lis le tome 1, est-ce que je vais lire le tome 2? C'est là où j'ai découvert en fait cette série-là. Il était temps. Parce qu'effectivement, le tome 8 que je vais vous présenter aujourd'hui, ça fait 10 ans que le tome 1 a été pondu, donc hello, ça fait déjà un moment. On est chez Dargo cette fois-ci. Alors, c'est scénarisé par... alors, que je me trompe pas, que je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est scénarisé par Xavier Dorizon. Et c'est couleurs par Caroline Delady et Ralph Meyer au niveau des couleurs et des dessins. Donc, c'est évidemment, vous avez deviné, c'est Undertaker. Là, on suit effectivement, là, c'est le tome 8. Là. Alors, les tomes marchent par deux. Donc, le tome 1, tome 2, c'est une seule intrigue, toujours avec les mêmes personnages. Il y en a certains qui rentrent, qui sortent, je pense. Je suis rendue à la lecture du tome 5, si je ne me trompe pas. Encore une fois, c'est dans les cartons, il va falloir que je patiente encore un bout. Puis c'est ça. Donc, on suit en fait un croque-mort. Alors, je vais vous montrer un peu de dessin, parce que vraiment, c'est sublimissime. C'est extrêmement bien foutu. Voilà, c'est ça. Donc ça va être chouette comme tout. Puis, c'est une excellente série western. Il y a tout plein d'ingrédients... vraiment intéressant là-dedans. Surtout le personnage principal, en fait, il est aussi à tiroir. Donc on le découvre au fur et à mesure où on avance dans les tomes. Donc c'est sympathique comme tout. Puis évidemment, c'est le western. Donc c'est le western pur et dur. On se tire les uns sur les autres. On essaye de tirer son épingle du jeu, etc. Donc, mais c'est une excellente série. Vraiment, j'imagine que la qualité de la série continue jusqu'au tome 8. Donc on croise les doigts. Et ensuite, pour terminer, en fait, ce que j'appelle le côté book haul, même si les 4 lectures que j'ai faites font aussi partie de ce book haul, parce que ça fait partie des... Je pense que j'ai 13 BD, ça porte bonheur, que je vous présente aujourd'hui. Puis là aussi, c'est encore une impression exprès bulle, donc un tirage limité à 500 exemplaires, effectivement. Là, on est chez Grand Angle, donc maison d'édition Bambou. Et c'est Tiburce Auger au scénario, et c'est tout plein, effectivement, de dessinateurs mélangés pour Woman of the West. Il y a eu Hugo West, Youngman, il y a eu, je sais plus quoi, il y a eu les gars, il y a eu les Indiens. En tout cas, il est rendu vraiment à plein d'histoires sympathiques, en fait, avec plusieurs dessinateurs différents. Les dessinateurs font, je dirais, 3-4 pages, 5 pages. On va regarder c'est lequel celui-là. J'aime beaucoup le dessin. C'est Gaël Herson. Ah ouais, j'aime beaucoup le dessin. Donc ça donne ceci. Puis je pense qu'on suit au fur et à mesure d'une époque plusieurs femmes différentes. Ah, c'est magnifique. Puis les dessins sont vraiment tous différents. Donc là c'est Elvire de Coq. Je pensais qu'elle faisait juste la couleur, mais en tout cas, Book, évidemment, incontournable. C'est ça, je ne vais pas tout vous montrer. Puis, comme je vous disais, c'est à 500 exemplaires. Puis, l'ex-libris, il est dans le bouquin. Donc, ça donne ceci, en fait. Donc, comme je vous disais, et voilà, tirage limité, effectivement. Donc, c'est le fun. Ça coûte la peau des fesses, par exemple. Mais c'est ça. Non, c'est vraiment chouette. Je suis très contente. Très contente. C'est des bandes dessinées qui vont rester, en fait, sous blister, je pense. Et là, on va attaquer, effectivement, mes lectures. Donc, je vais commencer avec... la lecture à laquelle j'ai été sensible sans vraiment l'être. Je l'ai lu tantôt, en fait. Je l'ai vraiment lu juste avant de vous prendre... de filmer cette vidéo-là. Puis, il va falloir que je la relise, je pense, parce que je l'ai parcouru histoire de vous faire une avis de lecture. Puis ça a été rapide, ça a été une expérience assez étrange, j'avoue. Donc là, on est chez Seuil. Le scénariste, c'est Smolderen. Et le dessinateur, c'est Cléris. Donc déjà, il a une patte graphique qui est assez particulière, extrêmement carrée,
et très silhouette, disons, avec des systèmes d'ombre et les maisons sont hyper carrées, avec juste les fenêtres, avec un petit peu de lumière. En tout cas, il est vraiment une patte graphique qui est assez spéciale. Et c'est Moonlight Express, en fait, que je voulais vous présenter, que j'ai lu. Avec le recul un petit peu de 20 minutes, j'ai quand même une sensation qui reste intéressante, notamment au niveau des contacts entre personnages. Parce que dans cette bande dessinée-là, qui se passe à plusieurs temporalités, on commence en 1947, donc après la guerre effectivement de 45, où on va croiser un prêtre qui s'avère être un petit peu olé olé, enfin je vous dévoilerai pas quel genre de personnage ça peut être, il faudra le découvrir. Puis on a surtout 3 amis en fait, donc ce type-là qui mène l'histoire d'un bout à l'autre quasiment, et cette jeune femme-là qui est un petit peu entre deux. Donc lui est très ami avec un noir américain qui fait beaucoup de musique. Elle est amoureuse du noir américain, puis ils ont beaucoup de mal en fait à se retrouver. Ils se sont perdus de vue courant guerre, puis ils ont beaucoup de mal à se retrouver, à essayer de retrouver le contact qu'ils avaient tous les 3. Donc j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça chouette, mais j'ai trouvé ça super schématique, un petit peu décousu quand même au niveau des liens, parce que on commence à 47, on bascule des fois 3 mois plus tard, ou on recule 2 semaines avant. Ça c'est correct, enfin moi j'ai pas été perdue là-dedans du tout, mais on dirait qu'il y a comme une espèce d'élan qui m'a manqué entre les différentes époques, pour garder en fait à cœur de découvrir ce qui arrive aux personnages. Mais c'était chouette, enfin, je veux dire, l'amitié est vraiment mise en avant. La musique aussi. Il y a une dénonciation effectivement des trafics durant la guerre, des gens qui étaient plus attirés vers les œuvres d'art et le trafic d'œuvres d'art. Donc il y a ce thème-là qui est beaucoup évoqué. Puis l'amitié effectivement entre ces 3 personnages-là, dont le noir américain qui est un petit peu en porte-à-faux, qui est comme en recul par rapport à l'amitié, effectivement par rapport à cette jeune femme blanche et à ce soldat blanc aussi. Donc il y a la notion aussi de racisme là-dedans, donc dans ces années-là, dans les années 50. Puis oui, on suit toute une intrigue qui se déroule petit à petit, des liens qui se refont, qui se défont. C'est assez particulier, j'avoue que c'est assez particulier. J'avais lu, Feuille volante de Cléris, qui m'avait un petit peu étonnée et que j'avais beaucoup aimé, surtout par rapport au découpage qu'il avait fait dans sa bande dessinée. Au niveau de l'agencement des cases, de la façon dont il emmêlait des choses et des bidules, c'était vraiment super beau, vraiment chouette, et le thème était vraiment hyper intéressant. Mais là, j'étais un petit peu perdue. Il y a une bande-son aussi, qui est super intéressante. Vous avez un code QR, effectivement, au début de la bande dessinée, qui vous emmène sur une bande-son Chopin, il y a du Beethoven, il y a du jazz, il y a plein de choses, en fait, qui peuvent accompagner la bande dessinée. Donc ça, c'est un petit aspect sympathique, très chouette. Et c'est très mystérieux, c'est très léger, et en même temps, ça a l'air d'être un petit peu... C'est quand même lourdingue, les thèmes. Donc il y a cette espèce de paradoxe, moi, qui m'a pas prise par le cœur, en fait, malheureusement. Comme je vous dis, peut-être qu'il va falloir que je la relise à un moment donné, peut-être un petit peu plus profondément, maintenant en sachant vers quoi je vais au niveau de la bande dessinée. Mais le dessin est chouette. Encore une fois, le découpage et la présentation est intéressante. Je vous dis, c'est une patte graphique quand même assez particulière. Je vous en montre un petit bout. C'est très carré, en fait. Très schématique, très carré, mais il y a toute une ambiance. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est... Regardez juste cette case-là, en fait, elle est superbe. Il joue beaucoup avec les ombres et les lumières. Regardez ça, en fait, au niveau ici, là. Ici, il faut que j'arrive à trouver mon doigt qui va sur le bon endroit. Les ombres et lumières, effectivement, de cette Jeep qui roule sur de l'eau. En fait, un trottoir mouillé, disons. C'est assez particulier, ce sont juste des bandes. Donc, c'est intéressant, vraiment. J'en avais trouvé un autre aussi où il joue beaucoup avec les ombres. Quand les personnages discutent l'un avec l'autre, des fois, il y a une ombre, en fait, leurs ombres qui partent de bord et d'autre. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais vraiment chouette, comme ceci aussi. Donc, il utilise quand même pas mal de façons de présenter son déroulé d'histoire qui est chouette, qui est vraiment chouette. Mais comme je vous dis, vous voyez, même le train, là, c'est vraiment joli. En fait, le graphisme est franchement intéressant. L'histoire, j'ai été moins emballée, en fait. Vraiment moins emballée. Même si l'histoire entre lui, donc qui est le porteur de l'histoire, et elle, c'est vraiment chouette comme tout.
Enfin, c'est une jolie danse qu'ils font l'un et l'autre, l'un avec l'autre. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette, mais c'est ça, faudrait que je le relise. Je dis toujours ça quand j'ai une bande dessinée en fait à laquelle j'ai pas accroché, ou peu accroché, ou où je me suis sentie un petit peu en décalé. Je me dis toujours, il faut que je la relise en fait. Maintenant que je l'ai lue, que je la relise à tête reposée pour savoir, pour bien l'appréhender, en fait, mieux l'appréhender, disons. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, de quelle façon vous l'avez appréhendé, pourquoi est-ce que je suis un petit peu passée à côté, je ne sais pas. Mais dites-moi effectivement ce que vous en avez pensé. Toujours intéressant d'avoir votre retour, vraiment. Ensuite, alors vraiment rien à voir, une bande dessinée qui m'a extrêmement touchée, et par le dessin et par le thème abordé. Là, on est chez Casterman, et j'espère que je ne vais pas écorcher son nom. C'est Mansour Kamari qui a fait Céline qui trace mon corps. Très très jolie bande dessinée. Ça a frôlé le coup de cœur. J'ai trouvé qu'il y avait un petit coup d'inachevé en fait, notamment par rapport à la fin. Mais oh, waouh, vraiment le dessin absolument magnifique. Le thème est extrêmement intéressant parce que inusité, mais il faut en parler, il faut vraiment en parler. Elle est iranienne, en fait. Je pense qu'elle habite à Paris aujourd'hui, ou en tout cas en France. Puis elle a décidé en fait de parler de son passé en Iran, notamment par rapport à son père, par rapport à sa famille, par rapport à son ressenti en tant que femme en Iran. Et le dessin, comme je vous disais, est absolument sublimissime. C'est du noir et blanc. Il y a beaucoup d'ombre et de lumière, beaucoup de... Parce qu'en fait, c'est une jeune femme aussi qui pose. Elle est modèle nue pour des écoles d'art, en fait. Mais c'est super intense. C'est extrêmement intense, sa façon de décrire son histoire. Puis encore une fois, on découvre un monde patriarcal absolument affolant. C'est absolument affolant. J'ai appris que le père iranien a le droit absolu sur tous ses enfants. Ses enfants lui appartiennent. Donc il peut quasiment les tuer sans subir en fait de punition. C'est complètement fou, quoi. Donc on n'imagine même pas l'attitude du père par rapport aux filles. Vous voyez, c'est absolument magnifique. Il y a un petit peu de couleur parfois. Souvent, quand on la voit posée, en fait, nue, on la voit plus en couleur. Alors que quand elle repart sur son passé, c'est plutôt du noir et blanc. C'est absolument affolant. Mais vous voyez, les dessins, comme c'est hyper poignant, c'est extrêmement touchant. Il y a beaucoup d'émotions qui passent par chaque visage, chaque attitude, chaque mouvement, en fait, chaque présentation de personnage. Regardez juste cette petite fille, là. Elle est sublime. Donc c'est une bande dessinée qui m'a extrêmement touchée, vraiment. Comme je dis, évidemment, comment ne pas être touchée par la répression des femmes dans un pays qui est extrêmement tourné vers l'homme. Comment est-ce qu'elle peut s'en sortir? Comment est-ce qu'elle peut digérer tout ça? Ce qui est comme pas évident. C'est super mignon. C'est très très mignon. L'innocence effectivement de l'enfance qui se mêle à un moment donné à la violence de l'adulte. On la voit effectivement avoir ses règles, on la voit... c'est quoi le rapport aux hommes aussi dans ce pays-là? My God, quand on est une jeune femme de 18 ans, quand on marche dans la rue, quel est le ressenti? En tout cas, si vous n'avez pas peur de lire des thèmes qui sont extrêmement violents, même si c'est traité avec beaucoup de douceur, lisez cette bande dessinée-là, ça va vous éveiller effectivement à un monde, des fois qu'on est en décalage. En France, je pense Québec aussi, on est en décalage complet en fait par rapport à comment vivent ces femmes-là dans ces pays-là, quoi. Donc et je trouve que elle a eu raison de persévérer dans son talent de dessinatrice. Parce que c'est ça aussi, elle s'est posé beaucoup de questions par rapport au fait qu'elle dessine. Donc encourager, pas encourager, c'est là où s'est posé aussi le problème dans son enfance et son adolescence, etc. Donc mon Dieu qu'elle a bien fait, parce que ses dessins sont absolument, c'est sublime, quoi, je veux dire, c'est sublime, c'est magnifique, c'est comme je vous dis, c'est doux, c'est clair-obscur, c'est crispant au niveau du cœur, on se demande en fait, elle a une façon de décrire tout son intérieur, bouleversé, en guérison, en interrogation et tout ça, c'est sublime. C'est vraiment sublime, je vous en remonte encore parce que ça vaut vraiment le détour. Ça vaut vraiment le détour. Puis comme vous voyez, il y a quand même pas mal de pages. Il y a 195 pages. Le petit côté qui m'a laissé un petit peu sur ma faim, c'est que oui, elle décrit en fait son actualité aujourd'hui en tant que modèle.
mais on en aurait voulu plus, quoi. Enfin, moi, j'aurais voulu savoir où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, de quelle façon elle s'en est sortie, enfin, si elle s'en est sortie aussi. Mais c'est comme extrêmement thérapeutique, cette BD-là. Ça mène sur le chemin de l'enfance et de l'adolescence et de la découverte des corps, etc. C'est faramineux. Le paradoxe, effectivement, le fait qu'elle soit modèle nue pour des écoles d'art et le fait qu'elle ait vécu cette enfance-là en Iran, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un paradoxe hyper puissant, je trouve. Donc c'est une bande dessinée que je vous conseille. Et si vous n'avez pas peur de vous faire secouer, effectivement. Mais comme je vous dis, c'est un secouage qui est quand même plein de douceur, qui est quand même plein de résilience, d'acceptation aussi, quelque part, même s'il y a une forme de révolte. Mais c'est ça. En tout cas, je vous laisse la lire parce que c'est une très jolie bande dessinée. Ensuite, alors là, c'est sûr que ça m'a réconciliée, en fait, avec ma dernière expérience de lecture que j'ai eue avec ce scénariste-là. Dans ma dernière vidéo d'avis lecture, je vous en parlais. Je vous parlais de la bande dessinée que j'ai lue de lui, scénarisée par lui, mais dessinée par Merveille, si je ne me trompe pas, qui était effectivement Alessia, où je suis passée complètement à côté. Là, on est chez Le Lombard. Et alors, c'est Zidrou au scénario. Et cette fois, c'est Mazel, en fait, au dessin. Lucie, de son prénom d'ailleurs, c'est une femme. Et là, on parle de Virgile. Méga coup de cœur. J'ai adoré ma lecture. Comme je vous disais, je me suis réconciliée effectivement avec le scénario de Zidrou. Et je suis rassurée. Définitif. Sublime. Vraiment génial. On suit ce personnage-là, donc, évidemment, Virgile, qui est donc un monsieur noir, qui a eu une femme blanche, et qui a eu 3 enfants avec cette femme blanche aussi. Donc, ces 3 enfants-là. Et Virgile, en fait, il va avoir un accident où il va devenir paraplégique, enfin, même quadriplégique. En fait, il ne peut plus remuer que la tête. Et bon, il a une 60aine d'années, donc il a quand même une vie qui s'est quand même pas mal déroulée. Mais c'est ça, tout d'un coup, on s'interroge. Enfin, il s'interroge, lui, principalement, évidemment, sur c'est quoi ma qualité de vie dans ces conditions-là. Donc on va défiler toute une flopée de personnages qui tournicotent autour de lui, que ce soit sa famille ou ses amis, qui sont blancs et noirs, parce qu'effectivement c'est tout un mélange. Comme je vous dis, il a eu une femme blanche, puis il a fait 3 enfants. Alors c'est bourré de caractères super intéressants en fait, au niveau des sentiments humains qui unissent tous ces gens-là, c'est sublimissime. Puis le dessin est magnifique, quoi. Enfin, le dessin est génial, les couleurs sont vives. Souvent, quand on est à l'hôpital, parce qu'il est quand même à l'hôpital pour qu'on s'occupe de lui, les couleurs sont roses. Donc c'est assez paradoxal, je trouve ça assez chouette. Vous voyez, encore rose, effectivement. On va parcourir son chemin de vie à ce gars-là. Le pourquoi, effectivement, il voudrait probablement disparaître. Où est-ce qu'il en est dans sa démarche, effectivement, de... je veux continuer à vivre ou je veux mourir, parce que c'est le thème principal quand même de la bande dessinée. Donc si jamais vous êtes sensible à ce sujet-là, j'allais dire n'y allez pas, mais si, allez-y, parce que c'est traité de façon tellement humaine et tellement naturelle, encore une fois, que ça passe tout seul, quoi. Enfin, je veux dire que ça se fait normalement, qu'on a envie de l'accompagner aussi dans son envie de départ, s'il va le faire ou pas, de quelle façon ses proches prennent sa décision aussi, parce qu'il y a quand même des enfants, il y a des adultes, il y a des copains, il y a son ex-femme, il y a... Ah mon Dieu, c'est poignant, c'est beau, c'est doux, c'est hyper nature, vraiment. Parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement positif aussi. Donc, comme je vous disais, je ne sais pas si j'ai remontré la même page, là, peut-être que oui, mais bon, c'est pas grave. On s'en met une nouvelle couche. Mais vraiment cool. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre autour de lui. Il y en a d'autres qui sont extrêmement soutenants, qui veulent l'accompagner là-dedans. C'est beau, enfin je veux dire, c'est super beau. Comme je vous dis, effectivement, les dessins, regardez-moi ça, cette tête de... Il est vraiment génial. Avec plein d'interrogations, plein d'humanité, encore une fois. C'est pour ça que j'ai adoré cette bande dessinée-là. On est confronté de plus en plus à ce genre de sujet-là, en fait, autour de nous. Par rapport à tous les gens qui meurent des cancers, on meurt plus de cancer, en fait, quand on a 90 ans, on meurt d'un cancer à 50 ans, 40 ans. Donc, de quelle façon, effectivement, on veut appréhender la vie qu'on veut avoir avec la maladie ou sans la maladie, ou de quelle façon, effectivement, on peut continuer à réagir, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est super beau.
Puis les dessins sont magnifiques. Enfin, Lucie Mazel, pardon, sans le R. Donc Lucie Mazel, elle a vraiment réussi son challenge parce que waouh, ça correspond tellement au scénario de Zidrou que c'est en symbiose, vraiment. C'est en symbiose. Donc alors moi, je vous la conseille à 4000%. Vraiment encore une lecture doudou avec un sujet extrêmement important et d'actualité. Je dis, on y passe tous. Donc c'est sûr qu'on peut y passer normalement plutôt que devenir quadraplégique, mais c'est ça. Donc oui, une bande dessinée que je vous conseille. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un machin, un truc ou en commentaire. Je suis sûre qu'on doit être nombreux, je pense. Et la petite dernière, et non la moindre, évidemment, comme je vous disais, j'ai acheté la bande dessinée et le lendemain, la veille de sa sortie, et le lendemain, effectivement, je la lisais, ou même le surlendemain, donc quel bonheur. Puis j'ai eu la chance aussi, en fait, de voir l'auteur en dédicace / entrevue, donc merveilleux, encore une fois, l'espace bulle, donc le vendredi passé. Là, on est le mercredi, non, on n'est pas mercredi, on est mardi, c'est ça, quand on n'a pas de boulot et qu'on a, bref, on est un peu mélangé. Donc c'est ça, donc j'ai pu le voir en entrevue, super intéressant le gars. Je vais vous mettre j'ai pris 2 photos, donc c'est franchement ridicule, mais vraiment intéressant. Il est resté à discuter avec nous, interviewé, je pense, par une femme éditrice de la maison d'édition Rue de Sèvres, Label 619. Je ne sais pas si vous avez déjà deviné, mais c'est Mathieu Bablé, pour le dernier ouvrage qu'il a sorti, qui s'appelle et qu'on voit partout. On le voit partout, et mon Dieu que c'est effectivement légitime. C'est Silent Jenny. Alors, beau bébé, super gros. Il y a 320 pages, si je ne me trompe pas, d'eau toilée, encore une fois. Sublimissime. Regardez-moi ça, si c'est pas chouette. Ça se repère super facilement dans une bibliothèque, effectivement. Puis alors, la couverture sublime. Et moi, je l'ai lu après, en fait, avoir vu son entrevue. Et je pense que ça m'a aidé beaucoup pour la lecture, mais ça ne l'a pas influencé. Je l'ai lu en 2 fois parce que c'est quand même, c'est quand même intense, c'est quand même assez puissant effectivement au niveau du scénario et de la façon de traiter des termes divers et variés. Je suis restée sur le cul, enfin j'avoue que... Alors ce qu'il nous apprenait effectivement en entrevue, c'est il a mis 4 ans en fait à la créer, à la finaliser. 4 ans, ça vaut vraiment ça, je trouve, surtout qu'il expliquait qu'il avait quand même d'autres choses à faire aussi entre-temps, parce il fait partie effectivement de ce label 619 avec 3 ou 4... éditeur, parce qu'il est aussi éditeur, je crois. C'est éditeur ou c'est... En tout cas, il aide des jeunes talents à émerger aussi. Donc, il fait des lectures, il y a des comités, etc. Donc, il a quand même du boulot à part de ses créations personnelles. Donc oui, 4 ans, effectivement, mais mon Dieu, waouh. Le scénario, béton. Je pense qu'en fait, parce que j'avais lu Shangri-La, j'ai lu aussi Carbone et Silicium que j'ai beaucoup aimé. Shangri-La, en fait, souvent la fin, moi, faudrait que je la relise. Parce que la fin, j'étais complètement à côté de mes godasses, je ne l'ai pas comprise. Par contre, j'ai beaucoup aimé Carbone et Silicium. Je ne me souviens plus si c'était un coup de cœur, mais ça aurait pu, je pense. Alors celle-là, là, oh là là. Pour moi, c'est le summum, hein. Honnêtement, ça dépasse Carbone et Silicium, je trouve. Parce que les thèmes qu'il a abordés, qui sont écologiques, qui sont inquiétants, c'est du post-apo. Donc on va suivre différents personnages sur une contrée complètement perdue, avec plus de soleil, c'est extrêmement brumeux, c'est super aride, il y a plus en fait d'abeilles, il n'y a plus de pollinisateurs, donc effectivement le monde est en train devient sec et complètement sans végétation, sans rien. Et les différents personnages qu'on va suivre, notamment Silent Jenny, c'est cette personne-là en fait qui va visiter des mondes, des étages du monde, on va dire, pour aller essayer de retrouver des abeilles. Donc trouver de l'ADN, trouver peut-être une abeille encore vivante, pour avoir... en fait, elle a des contrats, c'est un petit peu compliqué en fait, donc je m'excuse, je vais peut-être être un petit peu olé au niveau du descriptif, puis pour l'instant je vais la poser parce qu'elle est quand même lourde. Donc cette Silent Jenny, elle a des contrats en fait qui sont donnés par Pyrocorp, qui est une entreprise... alors, dans son entrevue, il disait que l'entreprise était extrêmement statique, contrairement au monde dans lequel les différents personnages évoluent, qui sont plus en mouvement. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc Pyrocorp, ça se présente de cette façon-là. C'est ce grand bâtiment-là.
dans lequel elle va chercher ses contrats pour essayer de trouver effectivement les pollinisateurs dans les différentes strates, les différents secteurs en fait de la carte qu'elle parcourt pour effectivement trouver en fait de quoi améliorer le monde. Parce que sans pollinisateurs, effectivement, le monde se meurt. Donc, on suit ce personnage-là en principal, mais comme je vous disais, le Pyrocorp, donc l'entreprise qui donne les contrats, est très statique, mais eux, donc les personnages principaux, vivent dans des monades, qui sont des... Alors, je vais essayer de retrouver un dessin. Ils vivent dans des monades, en fait, dans des vaisseaux qui sont de briques et de broc, et qui ne doivent jamais s'arrêter, qui doivent toujours rester en mouvement. Il expliquait en fait que ce sont des sociétés. Dans chaque monade, il y a une société. Donc il peut y avoir une quinzaine de personnes, ou il peut y avoir une trentaine de personnes, tout dépend de la taille en fait de cette monade. Et la monade, en fait, c'est vraiment un aspect société. Donc il y a des vieux, il y a des moins jeunes, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des gens qui surveillent la météo, il y a des gens qui surveillent les moteurs, il y a des gens qui sont en vigie, genre un petit peu bateau pirate. Donc il y a plein en fait de types de personnages différents pour pouvoir assurer effectivement la vie sur ces vaisseaux-là en fait, qui sont des vaisseaux, c'est pas tout à fait des vaisseaux, mais c'est des choses qui doivent tout le temps rester en mouvement. Et alors il y a plusieurs, comme je vous dis, c'est plein de... C'est extrêmement riche comme univers, vraiment. Il a vraiment eu... Enfin, c'est ça qui m'a fascinée en fait. On reste pas juste avec Silent Jenny qui passe d'un contrat à un autre. On croise en fait des personnages en fait étranges avec des noms bizarres, parce qu'il s'est amusé aussi en fait à désigner ces personnages avec des noms très colorés, très imagés. Puis ces personnages-là effectivement interviennent les uns avec les autres. Donc il y a des gentils, il y a des joyeux, il y a des tristes, il y a des gens en fait qui sont juste là par rapport à la mort. Il y a des personnages aussi qui sont assez intrigants, qui s'appellent les manches-cailloux, qui se chargent de cailloux pour harponner en fait les monades pour pouvoir les arrêter. Et à partir du moment où une monade est arrêtée, en fait, le Pyrocorp tire dessus pour l'éliminer. En fait, en tout cas, il y a plein, c'est plein de rebondissements. Il y a une histoire dans une histoire qui est dans une histoire qui est dans une histoire. Il y a des histoires d'amour. Il aborde des thèmes en fait qui sont quand même assez crus. Comme l'aide à mourir. Il y a une personne vieille qui à un moment donné effectivement décide de partir. Donc c'est fait de façon encore une fois très naturelle, très joyeux aussi. Donc il a une façon d'appréhender ces thèmes qui sont quand même lourdingues des fois, avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'ouverture, de naturel. Encore, je dis beaucoup le mot naturel parce que ça reste très humain en fait. Malgré l'aspect extrêmement post-apo et science-fiction et tout ce qu'on veut, ça reste encore une fois l'homme, l'humain au cœur de tout ça, quoi. Puis Jenny, elle va aller loin dans son exploration, parce qu'elle va loin dans l'exploration physique, mais elle va loin dans son exploration personnelle. Puis évidemment, comme le monde est aride et tout pourri et tout dégueulasse, si on respire trop un certain air, ben, on a des choses qui nous poussent dessus, qu'on se calcifie, en fait, il y a le truc de calcification. En tout cas, je vous dis, faut prendre son temps pour la lire, cette bande dessinée-là. Au niveau du dessin, c'est absolument magnifique. Enfin, si vous connaissez déjà la patte, effectivement, de Mathieu Bablé, ben, vous allez être servi. Les couleurs sont chaudes, sombres. Il a expliqué aussi en entrevue qu'il avait utilisé des pinceaux un petit peu plus épais pour créer plus de, qu'on appelle ça, pas de substance, mais de relief, dans ses paysages, dans sa façon de proposer effectivement ces personnages et tout. Comme je vous dis, en fait, il y a ça. C'est plein, il y a plein de choses. Il y a les enfants aussi qu'on suit, qui sont porteurs d'espoir. C'est assez classique, mais mon Dieu que c'est bien représenté dans cette bande dessinée-là. Qui, eux, en fait, ont des masques jusqu'à atteindre un certain âge où ils décident de le garder ou de l'enlever. Parce que tant qu'ils ont ce masque-là, ils sont protégés de l'air qui est impur. Comme je vous dis, en fait, c'est plein de choses. Il y a plein de choses. Moi, j'ai adoré ça. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires d'amitié. Il y a attends, je vous montre une double page. Regardez-moi ça, si c'est pas sublime. Il expliquait aussi qu'au niveau de son dessin, en fait, au départ, il a dessiné les 100 premières pages à la main. Donc, comme il appelle, en mode traditionnel, donc en mode tradi. Hein, quand on est dans le métier, on dit en mode tradi. Puis en fait, il n'avançait pas, quoi. Il n'arrivait pas dans son échéancier à être à l'heure.
Donc il a décidé de passer au numérique. Et évidemment, ça lui a accéléré le mouvement, bien évidemment, parce que j'imagine que quand on choisit une couleur, on peut la remettre un petit peu partout. Mais il avait expliqué que il nous mettait au défi de voir quand est-ce qu'il avait basculé en numérique, parce qu'il avait choisi le même type de pinceau. J'imagine en fait la façon, enfin le diamètre, pas le diamètre, mais l'épaisseur du pinceau. Il avait fait en fait cette analyse-là, puis il avait essayé de retrouver les mêmes outils finalement physiques. Il les a comme retranscrits effectivement ou réutilisés, pas réutilisés, mais utilisés en numérique. Ce qui fait que ça donne exactement la même chose, quoi. Moi, ça m'a effrayé un petit peu le fait qu'ils disent ça, parce que je me suis dit, oh merde. Ok, pas oh merde, mais youpi l'informatique, j'imagine. Heureusement, sinon, on ne l'aurait pas eu avant 10 ans, en fait, la BD, vu toute la richesse qu'il y a apportée. Mais c'est ça, je me suis dit, ah, flûte de crotte. Donc le fait de le faire en peinture, ou le fait de le faire à l'informatique, ça donne la même chose au résultat. Donc, youpi pour les dessinateurs, ça va plus vite, mais... c'est ça m'a un peu fait grincer des dents, mais anyway, si ça se remarque pas, pourquoi pas. Mais c'est ça, donc je pourrais vous en parler des heures. Ça m'a donné évidemment envie de relire Carbone et Silicium, de relire aussi Shangri-La, évidemment, pour essayer de comprendre la fin. Et il a dit c'est son triptyque, effectivement, science-fiction qui se termine. Il a aussi expliqué qu'il voulait se tourner vers un autre genre, qui était plus la fantaisie, qui reste quand même d'un domaine complètement imaginatif, mais qui voulait plus être avec des épées plutôt qu'effectivement avec des machines. Mais il a créé tout un monde. Je veux dire, regardez-moi ça, en fait, les cartes, on en croise régulièrement au cours de l'album, parce qu'elle explore plusieurs secteurs. Puis c'est génial, enfin, je veux dire, c'est magnifique. Il y a des journaux aussi écrits à la main. Je ne sais pas si je vous avais montré celle-là. Ah, c'est le thème de texture que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport à son dessin. Il voulait accorder plus de texture aussi par rapport aux résultats qu'on peut avoir. Mais c'est tout un univers qu'on découvre. Alors, il y a aussi, moi je ne l'ai pas acheté parce que ça coûte quand même... Ça coûte 31,90 € au niveau des euros. Puis, il y a un vinyle donc, qui a été pondu par The Toxic Avenger. Vraiment chouette. Ça coûte aussi 35 € en fait le vinyle, donc je ne l'ai pas acheté. The Toxic Avenger, en fait, s'est inspiré de cette bande dessinée-là pour écrire de la musique. Donc, je sais qu'on peut la trouver. Moi, je l'ai trouvée sur Apple Music, hein, en passant. Donc, je me la suis téléchargée, évidemment. Puis, ça convient super bien, en fait, à tout l'univers que Bablé a pondu pour cette bande dessinée-là. La musique est super bien adaptée, en fait. C'est très mystérieux, très grinçant, très bizarre, très ambiance, très texturé. C'est vraiment, vraiment excellent, en fait. Vraiment excellent. Donc, je vous conseille, si vous avez un lecteur de vinyle, allez-y. Mais c'est ça, on peut l'acheter aussi, en fait, sur les plateformes. Donc, c'est le fun. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Ça va probablement faire partie de mes top 10 de l'année 2025, c'est certain. Je vais avoir envie de la relire et de la relire et de la re-relire parce que c'est un univers fascinant. Il aborde des thèmes humains, mais dans un univers effectivement très science-fiction. Son dessin, des fois, peut être un petit peu surprenant. Parce que on dirait que sa patte est toute légère, des fois, pour dessiner ses personnages. Il a des traits très fins. Des fois, c'est pas parfait. Des fois, c'est un petit peu tordu. Mais ça ajoute au charme, en fait, je trouve, de ses graphismes. Je vous remontre, en fait, quand elle est à un moment donné, effectivement, à un niveau de ses explorations. Parce que son exploration, en fait, c'est un système qui est assez particulier. Elle est en scaphandre. Il faut que son scaphandre soit en bonne condition pour éviter de se calcifier, justement. Et en fait, elle devient toute petite. Donc, les premières images qu'on voit, en fait, elle part en exploration. Et elle découvre ceci. Donc, une abeille prise dans l'ambre, je pense. Et évidemment, quand elle prend l'échantillon, elle est toute petite. Donc, je vous dis, c'est à tiroir, c'est à niveau. Il y a plein d'histoires différentes, il y a plein de gens différents qu'on croise, avec des problématiques intérieures, des problématiques, effectivement, pour faire marcher ces monades, pour les faire toujours avancer, toujours avancer. C'est génial. Comme je vous dis, les dessins sont sublimes, le graphisme est super. Il a adopté des couleurs qui sont chaudes, qui peuvent être hyper violentes, qui peuvent être très douces. C'est tout un univers, vraiment. Moi, je vous la conseille. Je vous la conseille. Vraiment, lisez-moi ça. Lisez-moi ça. Puis la vidéo a duré super trop longtemps. Donc, j'espère que vous aurez regardé ça jusqu'au bout.
Mais donc c'est ça. C'est les fameuses 13 BD que je me suis achetées, si je me souviens bien, il y en a 13. J'en ai lu 4, donc je vous dis avec 2 coups de cœur. Donc yeah, moi je vais continuer à les acheter en temps et en heure. Donc c'est le fun, vraiment. Très contente de vous les présenter aussi. Donc c'est ça, donc likez, partagez, blablabla, c'est toujours le même principe. La chaîne bouge pas trop effectivement au niveau des abonnés, donc ça serait chouette que si vous n'êtes pas encore abonné et que vous me regardez régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner, ça serait chouette, pour que ça grimpe un petit peu plus, ça serait chouette. J'arrête pas de dire c'est chouette, mais en tout cas, ça serait chouette, donc. Puis donc j'espère que le format vous aura plu, j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez-y avec vos commentaires, j'adore vous lire, vraiment. C'est toujours un vrai bonheur en fait de lire ce que vous avez à me dire, puis que je vous réponde aussi, c'est sûr. Donc voilà, prochaine vidéo, ça va être un book haul BD d'occasion, parce que j'en ai un paquet, j'en ai acheté un paquet, au secours. Le porte-monnaie s'en est pas mal ressenti, effectivement, au mois d'octobre. Surtout que je me suis acheté une voiture aussi, donc tout ça par-dessus, bref. C'est chouette, avec une vente de maison, on peut tout faire, hein, n'est-ce pas? Puis, c'est ça. Donc, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, et je vais vous dire à très bientôt. Salut!